l'arrivée de Harbaugh est quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les, je sais plus, 5 ou 7 premières années de sa carrière à changer d'offensive coordinator quasiment chaque année. Et voilà, pour le développement d'un joueur, c'est des conditions qui sont impossibles. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des équipes de The Free Agent. C'est N1, le podcast NBA, deuxième session de la semaine avec un invité très particulier. Si vous nous avez écouté en début de semaine, mardi en particulier, vous savez avec qui on est, mais pour ceux qui débarquent peut-être, vous allez avoir la chance de pouvoir écouter ce podcast tout d'abord avec Cédric. Comment vas-tu, Cédric ? Eh ben écoutez, ça va très bien. Je suis très content d'être là un vendredi. Donc, oui. je vous salue tous et très content de continuer cette discussion que nous avons eue mardi avec Benjamin pour savoir un peu maintenant comment ça se passe aux États-Unis, Benjamin. C'est ça. Bah, on te salue à nouveau, Benjamin. Comment tu vas ? Bah, ça va plutôt bien pour quelqu'un qui a encore le poignet et le cou dans une attelle. Et merci encore de m'accueillir comme mardi du coup pour ce petit podcast. Donc c'est vrai qu'on a un peu parlé du côté vie perso et l'avant aux États-Unis. Donc là, je suis content de parler un peu de mon quotidien ici à San Antonio, pouvoir partager l'expérience inside un peu de mon travail ici avec les Spurs. C'est ça, bah, c'est exactement le programme. Voilà, tu as très bien teasé tout ça, Benjamin. J'ai tout spoilé, désolé. Non, mais comme un vrai pro, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette première partie si vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire. Donc c'était l'épisode de mardi, et donc là on va enchaîner sur ton arrivée aux États-Unis. Et tiens, tes premiers ressentis, Benjamin, quand tu es arrivé, quand tu as débarqué sur le sol américain, qu'est-ce que ça fait d'arriver aux États-Unis comme ça, tiens ? Pour ceux qui ont suivi le premier podcast, du coup, je m'étais organisé un peu au dernier moment et un peu sur un coup de tête. Et du coup, en fait, j'étais beaucoup dans le truc avant. J'étais pressé dans les trucs administratifs, les médicaments, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour du départ. J'étais encore dans l'organisation de tout ce que je dois faire. Et puis pareil, il y a le côté où, en fait, partir et arriver, c'est deux processus mentaux très différents. Et donc, quand j'arrive à San Antonio, vraiment, quand l'avion se pose à San Antonio, je regarde de l'extérieur, je me dis, mais attends, je vais vivre là pendant 1 an. Et c'est un peu la claque où tu réalises d'un coup ce que tu viens de faire et tu te dis mais merde. Et ouais, en fait, tu prends conscience de l'énormité du truc et tu te dis, bon, attends, comment ça, c'est mon nouveau chez moi. Donc voilà, quand tu arrives à San Antonio, vraiment, pour moi, il y a la claque un petit peu. Et en plus de ça, je suis passé par New York, j'ai fait une escale par New York. Et New York, j'avais déjà vu, puis les gens, ils connaissent un peu. San Antonio, c'est une ville un peu plus obscure. Tu arrives à l'aéroport et tu vois bien que tu n'es pas du tout dans le même environnement, que c'est plus. C'est proche du Mexique. Donc c'est un peu cet effet-là où tu as l'impression d'arriver en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et en fait, dès que tu arrives dans l'aéroport, tu as ce choc un peu de te dire, mais en fait, c'est pas du tout New York ici, rien à voir. Et c'est vraiment une nouvelle culture que tu dois découvrir. Donc double claque d'entrée de jeu. Tu sors dehors, il fait 38 degrés. Voilà, comme ça, le truc il est complet. Exactement. Mais moi, j'adore la chaleur, donc ça me va. Mais bon, ça fait un choc quand même. Ok, t'es arrivé quand exactement en termes, pas la date précise, mais en termes de mois. Je suis arrivé fin septembre, juste avant le Media Day. Okay. Une semaine avant le Media Day environ. Je voulais avoir le temps de découvrir la ville pendant la semaine d'avant, d'avoir vraiment le temps d'être là pour le Media Day, suivre tout le training camp, etc. Et bon, au final, je ne vous cache pas que les premiers jours, je les ai passés un peu dans mon lit à récupérer du long trajet et de tout le stress qui s'était accumulé depuis 2 mois. Mais bon, très vite, je suis allé voir la petite Riverwalk dans le centre-ville. J'ai fait un peu le tour de San Antonio. Et puis, le Media Day est arrivé une semaine plus tard, pardon, et m'a plongé tout de suite dans l'ambiance un peu travail, un peu Spurs, basket, toutes les raisons pour lesquelles j'étais là finalement. Okay. Oui, parce qu'en fait, tant que tu es dans ta boucle professionnelle avec la NBA et tout ça, ça va. Mais c'est quand tu n'es plus dans cette boucle-là, quand tu sors, quand tu es tout ton entourage, dans la ville qui t'entoure, les gens qui sont là autour de toi, c'est là où le choc est plus important c'est là où on se demande qu'est-ce que ça a fait. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui... je sais que par exemple au niveau nourriture, tu as eu quelques
Quelques difficultés d'adaptation aussi, on va dire. On peut dire ça parce que moi, à la base, je suis vegan. Donc, pour ceux qui connaissent pas très bien la culture culinaire texane, Oula, ça se oui. résume globalement à barbecue. Voilà. Sinon, c'est barbecue. Donc, c'est vrai que il y a quand même. Mais après, ça, j'en étais conscient quand je suis parti de cette galère-là un petit peu. Heureusement, San Antonio, ça reste une ville voilà, assez grande. C'est la 7e plus grande ville des États-Unis, je crois. Donc, il y a un peu de tout. Donc, finalement, je m'en suis sorti très, très vite. Et c'est vrai qu'au début, t'arrives et tu vois de la viande partout. Tu te dis, bon, je sais que ça va être une galère. Mais tu en as encore plus conscience quand tu vois vraiment la chose sous les yeux. Mais bon, très vite, je me suis posé. J'ai suivi le guide de Rémi Reverchon de la NBA. Et je suis allé sur la Riverwalk pour un petit guacamole. Et voilà, c'est tout de suite, je me suis senti à la maison, il n'y a pas de problème. Finalement, moi, je pense que le choc, il était plus sur le côté basket. Parce que autant je pouvais me préparer sur la vie à San Antonio en lisant des choses, en m'informant, etc. Autant le monde du basket est un peu plus opaque, tu sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Par contre, quand je suis arrivé le jour du Media Day, je me suis pris aussi un peu une claque. C'est pas la même claque, mais tu la prends quand même différemment. Ok. En allant maintenant sur le côté vraiment un petit peu pur basket et journalistique, est-ce que quand tu es arrivé là-bas, en amont, tu avais, je sais pas, des connexions, tu avais pu prendre contact avec des journalistes locaux ou alors tout à l'heure tu disais que dans le podcast précédent que tu étais un des rares Français à être présent sur place, mais est-ce que voilà, tu avais des connexions diverses et variées qui t'ont permis quand même de pouvoir rentrer un petit peu dans ce monde opaque du basket NBA sur place ou t'y es allé un peu comme ça, la fleur au fusil, tu vois? Fleur au fusil à fond parce que voilà, je suivais pas mal de gens qui étaient à San Antonio. Eux ne me suivaient pas. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas de contact particulier, je connaissais personne. Les journalistes français qui sont autour de moi, à ce moment-là, je les connaissais pas vraiment. Il y avait Maxime Aubin qui travaille pour l'équipe avec qui j'avais pu discuter très brièvement avant d'arriver. Mais en fait, j'avais pas tout à fait compris qu'il venait s'installer à San Antonio. Pareil, c'était un peu une surprise, on se connaissait pas vraiment. Donc en fait, je suis arrivé vraiment dans un nouvel univers complètement. Je connaissais pas du tout les gens qui travaillaient aux Spurs. Finalement, la personne que je connaissais le mieux, c'était Victor, que j'avais suivi pendant toute la saison en France juste avant. Où j'étais au Media Day, pareil, pour lui poser des questions. Après, j'étais au match des Mets en début d'année avant que les gens du New York Times et d'ESPN prennent ma place en tribune presse. Mais bon, après c'est pas grave, j'étais dans le public, on se débrouillait quand même. Donc finalement, en fait, mon point de repère, ça a toujours été un peu Victor. Mais bon, dès que je suis arrivé, en fait, l'avantage de San Antonio par rapport à plein d'autres villes aux États-Unis, c'est que les gens, ils sont terriblement accueillants. Donc dès que je suis arrivé, en fait, les gens autour de moi, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour me mettre à l'aise. Donc fleur au fusil, mais fleur au fusil très très bien reçu. Ok. Et comment ça se passe quand tu te dis je vais assister à une conférence de presse officielle NBA, quoi. Il y a des codes à respecter, il y a des t'as pas forcément l'ancienneté que les autres ont, donc il y a peut-être il y en a qui doivent sûrement être prioritaires pour poser des questions. Tout le monde est vraiment traité au même niveau ou J'ai envie de dire ça va, globalement, on est sur un pied d'égalité. Je pense que enfin, pas vraiment, mais sur le Media Day, on l'était. Parce que ce qui te décomplexe très vite, c'est qu'il y avait environ, d'après les Spurs, il y avait 100 accréditations qui ont été distribuées pour le Media Day. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être une cinquantaine de chaises devant l'estrade pour la conf de presse. Donc tout de suite, tu te dis, en fait, impossible que Pop les connaisse tous, impossible que les gars les connaissent tous. C'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Je suis pas moins légitime que quelqu'un d'autre. Donc en fait, le fait d'être tout de suite dans un bain de foule comme ça, tu te dis, bah, je suis peut-être à ma place parce que vu le nombre de gens, c'est sûr qu'il y a un maximum de touristes. Et moi, je connais mon sujet, je connais les Spurs, je connais Victor, Pop, etc. Je suis légitime à poser des questions. En fait, les codes, finalement, c'est les mêmes qu'en France, hein. Une conf de presse, ça reste une conf de presse. Tu poses ta question, tu restes relativement courtois à pas monopoliser la parole pour laisser les autres journalistes autour de toi poser des questions. Il faut s'imposer un peu, il faut parler avant tout le monde, etc. Donc, il y a quand même cette bataille un peu plus musclée par rapport à la France où il y a moins de journalistes. Mais globalement, les codes, ils restent à peu près les mêmes. Et tout de suite, les Spurs nous ont fait comprendre à nous, Français, qu'on était un peu les bienvenus en nous laissant poser des questions pendant la conf de presse à Victor en français. Ce qui peut paraître logique, en fait, d'un point de vue extérieur, parce qu'on se dit, c'est Victor Wembanyama, c'est normal qu'il parle français.
Mais pour les Spurs, mine de rien, et pour une franchise NBA, dire bon, bah maintenant 80 personnes dans la salle vont plus rien comprendre et vous allez poser vos questions en français, c'est quand même quelque chose de très sympa. Donc, là, on voit qu'il y a l'héritage Tony Parker aussi, je pense, derrière. c'est ça, il y a une expertise, je pense. Je pense quand même. Ça aide. Clairement, et même Boris Diaw aussi. Mais... Et Boris, ouais. Oui, ça aurait peut-être pas été la même si Victor était arrivé dans une franchise où il n'y avait pas eu cette histoire avec la France. Mais c'est vrai que je pense que Victor en premier était très content d'arriver à San Antonio par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur les conférences de presse, moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand on peut voir un petit peu différentes interviews, même en après-match, où on le voit aussi bien Victor parler en anglais qu'en français. Toi, c'est des choses que tu as pu voir et c'est vrai que ça doit être assez atypique. Tu es aux États-Unis, tu es vraiment là dans le noyau dur NBA et un mec que tu as suivi en France dans les entre guillemets, petite salle de Betclic Elite, tu vas pouvoir, toi ou d'autres journalistes français, discuter avec lui, parler en français comme si vous étiez à Limoges ou à Pau, ou alors que tu es à San Antonio après un match NBA. Donc c'est vrai que ça doit être assez déroutant, mais rassurant à la fois de se dire tout ça et de vivre tout ça. C'est sûr que c'est un peu bizarre parce que quand tu suis la NBA, tu as l'habitude de voir les comptes de presse en anglais, voir il y a des expressions que tu as l'habitude d'entendre, des phrases toutes faites, etc. Et Victor les utilise aussi, il n'est pas non plus complètement à part. Mais c'est vrai que du coup, le côté où tu peux lui parler en français, tu peux vraiment... ça fait un peu bizarre au tout début. Mais en même temps, c'est vrai que c'est rassurant parce que au début, tu te dis, est-ce que mon anglais est vraiment au niveau? Est-ce que je peux vraiment poser la question en anglais? Finalement, tu vois que ça passe. J'avoue que des fois, c'est un peu compliqué, mais globalement, ça passe quand même. Et c'est vrai que ça, c'est cool. Ce qui est le plus marquant, je pense, c'est que pendant le Media Day, du coup, il y avait énormément de Français, donc beaucoup de questions en français. Et surtout pour le premier match de la saison, quand beaucoup d'Américains étaient partis parce qu'ils étaient là pour le Media Day. Et voilà, pour le premier match de la saison, je pense qu'on était plus de Français que d'Américains. Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus de France, qui venaient pour France Télévisions, pour Canal+, pour l'AFP, etc. Il y avait vraiment tout le monde pour le premier match. Et du coup, il y avait vraiment, littéralement, Bastien Trash Talk aussi qui était là d'ailleurs. Il y a vraiment plus de questions en français que de questions en anglais, plus de journalistes français que de journalistes anglais. Et ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Je pense que ça fait surtout bizarre aux Spurs qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc c'est un peu compliqué. Mais un truc que je trouve intéressant à noter, c'est que le fait de parler français, plus que l'expertise des Spurs et l'habitude, en fait, c'est apparemment la volonté de Victor Wembanyama, ou en tout cas de son camp. Et c'est ce que m'a dit un mec qui bosse pour les Spurs, c'est que Victor tient à parler en français. Alors, je ne sais pas si c'est Victor ou son agent ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la volonté, elle vient vraiment de la part du camp du joueur de continuer à s'exprimer en français pour garder un peu un lien avec les petites salles de Betclic Elite et avec la France, justement. C'est cool, ça. Mais c'est vrai que par contre, le changement de cadre, il fait bizarre parce que honnêtement, la salle de presse des Metropolitans, elle accueille max 12 personnes. Quand tu arrives, quand on était au Madison Square Garden pour l'interview d'avant-match de Victor Wembanyama, tu te dis, waouh, le changement de cadre, il est quand même dépaysant, quoi. C'est sûr. Clair. C'est un peu plus grandiose, ouais. C'est ça. Un peu, ouais. Sur l'aspect quotidien maintenant, tiens, c'est une question que peuvent peut-être se poser les gens qui nous écoutent actuellement. Alors j'imagine que toutes tes journées sont différentes, hein, Benjamin, mais si tu devais un petit peu nous expliquer une journée type d'un journaliste français qui couvre les Spurs et Victor Wembanyama, comment tu l'expliquerais, comment tu la découperais à peu près? J'ai envie de dire déjà, il y a 2 types de journées principalement, les jours de match et les autres, où les autres souvent on n'a rien ou un entraînement, mais tout le monde ne va pas à tous les entraînements. Là par exemple, quelle heure il est? 12h25, il y a entraînement des Spurs actuellement, et moi je suis en train de faire un podcast. Donc bravo. On est honoré, honnêtement. On passe avant Victor quand même. Les auditeurs sont gâtés quand même. Non mais c'est vrai que les entraînements du coup c'est un peu particulier parce que finalement tu vois pas grand chose, tu parles à quelques joueurs et tout, mais c'est pas non plus un événement de fou. Donc il y a ces journées un peu off, je dirais, même quand il y a l'entraînement, ça reste un peu off, tranquille, et tu fais une journée normale. Il y a les jours de match où en fait tu commences ta journée avec le shoot around. Donc tu vas à la salle d'entraînement des Spurs et la plupart du temps tu les vois prendre quelques shoots, tu parles à quelques joueurs et tout ça. Et du coup après tu as le match évidemment. En tout cas entre les deux, du coup tu travailles. Donc admettons le programme standard, ça va être tu arrives pour le shoot around vers 10h30.
eux, ils ont commencé bien avant, mais tu arrives pour la fin du shoot-around. Tu leur poses quelques questions et donc ensuite tu retournes, chez toi, dans un bureau, peu importe, un truc comme ça, le temps d'attendre pour le match. Et tu retournes à la salle 3 heures avant le match où, donc tu te mets moi je travaille toujours à la salle avant de commencer. Je profite du fait d'avoir, cet espace-là pour, bosser sur le bord du terrain pendant que les joueurs s'échauffent un petit peu et hem et voilà quoi, donc c'est un cadre très sympa. Mais finalement la journée reste un peu, classique jusqu'à ce que vienne la conf de presse de Popovic avant le match, la conf de presse du coach adverse, évidemment le match et ensuite les confs de presse d'après-match et souvent tu restes bosser là jusqu'à, pour moi des fois c'est, 2:00 du mat, des fois c'est 1:00 du mat ou un truc comme ça. Parce que tu as des articles à écrire et tu essaies de faire quelque chose de la matière que tu as accumulée un petit peu pendant le match. Voilà, je sais pas si c'est assez précis comme calendrier, mais globalement une journée de match ça ressemble à ça et sur les autres, c'est juste tu te lèves, tu fais ta journée, j'ai envie de dire, il y a pas de vrai programme, concrètement. Ouais, ouais. Bah, tu traites l'information, donc forcément, quand il y a de l'information, tu as beaucoup de traitements à faire derrière et du coup, après, tu peux récupérer un peu aussi, le lendemain, quoi. Ah, c'est ça, parce que Plus par souvent vague, quoi. quand tu bosses jusqu'à 2:00 du mat, souvent tu dors un peu plus tard que La d'habitude normale, parce ouais. que voilà quoi. Et les back-to-back, tu en as déjà fait cette saison? J'en ai déjà fait et c'est vrai que pour moi ça va parce que quand tu es journaliste, au moins tu as pas l'implication physique, d'un joueur. Ouais, Mais enfin mine de rien, déjà souvent il y a pas de shoot around quand c'est un back to back ou que le match est très tôt. Donc ça t'allège de quelque d'accord. chose déjà dans ta journée, tu peux dormir un peu plus. Et puis, tu es pas obligé d'aller au shoot around non plus, hein, donc il y a aussi ce côté où si tu es vraiment dans le dur, tu peux te passer ce côté-là. Et bon, c'est vrai que quand tu vois le rythme de l'NBA et quand tu vois un petit peu en l'occurrence, même de manière générale, quand tu vois à quel point c'est difficile de tenir le rythme en tant que journaliste, tu te demandes comment c'est humainement possible de le faire en tant que joueur parce que, enfin, nous, on est un peu tous, fatigués, c'est dur comme Mmh. rythme, c'est intense. Maintenant, il faut imaginer que les joueurs, eux, ils font la même chose, mais au lieu de poser des questions en conf de presse, bah, ils sont sur le terrain, ils se donnent à fond pendant 40 minutes. C'est quand même Et quelque des chose fois et en ça plus, il y a le décalage horaire en fonction de tu fais pas forcément des back-to-back à domicile, quoi, donc ah, c'est ça. Ah, pour, le back-to-back, je pense, à un back-to-back, par exemple, qui a en début de saison, il y a eu un San Antonio, Indiana. ouais, C'est un mystère pour moi. Ou par exemple, du coup, dimanche dernier, les Spurs ont joué contre les Nuggets. Il faut imaginer qu'ils ont le niveau de préparation physique et de logistique qui leur permettent de jouer contre les Nuggets à je pense que le match était à 19:00, du coup jusqu'à 21:00 et des brouettes. Après coup, donc tout le monde fait, il y a des gens qui poussent un peu de la fonte, ils font leurs étirements, il y a les confs de presse, tout ça. Ils ont tout remballé et ils étaient disponibles pour un entraînement le lendemain matin, le lundi matin. Donc, mine de rien, en fait, les équipes NBA, elles ont la logistique, la préparation physique et tout ça. Enfin, ça leur permet d'enchaîner, mais tu te poses quand même la question de comment c'est possible parce que moi, si je dois imaginer que je suis à 21:00 à Denver et que je m'entraîne le lendemain à 11:00 à San Antonio, bah, enfin, moi, ça m'explose complètement le crâne. Je ne comprends pas ouais, comment ça ouais, marche. c'est clair, ouais. Donc jouer à San Antonio puis jouer à Indiana, c'est pareil, c'est improbable. Non, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, et puis moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est toute la logistique qu'il y a derrière parce que, il y a les retransmissions télévisuelles, il y a toute la logistique des joueurs, de la salle, de accueillir la les spectateurs. Enfin, c'est, la préparation, les bouffes parce que la nourriture, parce que dans une salle, enfin, ça grouille de nourriture et de boissons à volonté, enfin et plus les maillots, plus enfin, toute cette logistique qu'il y a derrière le produit NBA, moi, m'impressionne, quoi. Qu'on voit, en France, le moins d'organisation d'un truc, c'est tout de suite ça pose, plein de problèmes et eux, ils font ça d'un naturel et on l'a un peu trop comme acquis en fait, c'est un peu enfin on se pose pas trop la question. C'est normal que les gars ils jouent à New York et que le lendemain ils jouent aux Warriors. C'est normal que, bah, derrière leurs affaires elles suivent, qu'il y ait des avions, qu'il y ait toutes ces choses-là et je trouve qu'on parle pas assez en fait dans la presse. On reste trop souvent focus sur, les résultats du match, aussi parce qu'il y a beaucoup d'actualités au quotidien, que c'est la NBA et qu'il faut enchaîner, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es sur place, en fait, tu prends conscience de tout ce que tu dis et de toute l'organisation qu'il y a derrière. Quand tu arrives dans les coulisses d'une salle NBA,
tu vois tous les gens qui s'activent pour qu'il y ait à manger, parce qu'il y a à manger pour les joueurs, pour les spectateurs, pour la presse aussi. Il y a vraiment en fait une organisation maximale partout, des gens qui courent partout. J'ai vu les gens démonter le parquet, c'est pareil, c'est impressionnant. Donc en fait, t'as quand même, quand tu es sur place, tu as quand même ce choc de te dire, maintenant que c'est réel, tu vois plus que le produit fini et tu plus juste effectivement à regarder. Un jour, tu as un match sur le parquet de New York et le lendemain sur le parquet de San Francisco. Quand tu es loin, ça peut paraître un peu naturel. Mais quand tu es là pour de vrai et qu'en plus tu dois faire l'aller-retour, parce qu'il y a des journalistes qui le font, hein, qui font les back-to-back comme ça et tout ça, en fait, tu prends conscience de la folie que c'est et de la démesure totale du sport américain. Et tu prends conscience du défi logistique que ça pose. Et c'est vrai que c'est choquant presque parce que en France, c'est vrai que ça n'arrive pas vraiment parce qu'il y a beaucoup moins de matchs pour commencer, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas la même expertise. Mais c'est vrai que en fait, quand tu arrives là-dedans, et je pense que la NBA, c'est vraiment l'exemple parfait, parce qu'il y a tellement de matchs, il y a tellement de rigueur, et il y a tellement d'installations. Quand tu vois ça pour de vrai, tu prends aussi une claque parce que tu réalises tout ce que ça implique de jouer un match NBA et c'est énorme en fait. Non, c'est clair. Moi, j'étais à Boston l'année dernière, enfin cette année-là, en début d'année, et c'est ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est pendant le troisième quart-temps, envie d'aller aux toilettes, donc je profite qu'il n'y ait pas personne à faire la queue pour vite y aller et revenir. Et en y allant, je voyais les gars, ils étaient déjà en train de nettoyer tout, toi, les trucs, les bacs d'huile, enfin tous les trucs de nourriture, tout ce qu'ils avaient préparé, tout était nickel déjà, prêt. Limite, ils démontent tout et vas-y, prends la place si tu veux. Enfin, 2 heures après, tu peux enchaîner avec un autre match où tu peux. C'est vraiment impressionnant. Comme on peut voir aussi comme tu disais, quand ils enlèvent le parquet, c'est vrai que quand il y a la patinoire en dessous et qu'ils enlèvent et qu'ils font apparaître la patinoire, c'est incroyable. Enfin, c'est des choses. Bah, c'est clair, hein, c'est presque choquant. Et puis, pour les Spurs, en l'occurrence, il n'y a pas de patinoire en dessous parce qu'il n'y a pas d'équipe de NHL. Ouais. Mais c'est une salle de concert, donc il faut imaginer que un jour c'est un match des Spurs et le lendemain c'est un concert d'Iron Maiden ou de Drake et J. Cole. Et en fait, tu te dis, pour info, je donne des vrais artistes qui passent à San Antonio en 2023-2024. Voilà, précision. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a une logistique de fou. Et moi, la semaine dernière, je crois, je suis parti vers 2h30, 3h de la salle parce que après les articles, après avoir fait un podcast et tout ça, je me suis retrouvé très tard dans la salle. En fait, quand tu sors, il y a encore du monde. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui nettoient tout, il y a des gens qui agencent les trucs. Une salle NBA, c'est un truc qui vit quasiment 24 heures sur 24. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on n'a pas conscience du défi logistique que ça pose. Donc ça, c'est un des trucs principaux quand tu arrives, c'est que tu te rends compte de la réalité de la NBA. C'est plus un truc qui est dématérialisé, c'est un truc qui est concret avec de vraies personnes qui travaillent là-dessus. Et tu prends conscience de la fourmilière que c'est concrètement la NBA. Et en plus, quand tu réalises que c'est comme ça dans 30 franchises différentes, ça file un peu le vertige. Ouais, c'est vraiment la grosse machine business aussi, parce que la NBA, c'est du sport, mais c'est d'abord du business. Et avec tout ce que tu as pu nous expliquer, c'est vrai que on est un petit peu plongé à l'intérieur. Et comme tu disais, Cédric, c'est pas nécessairement des choses auxquelles on pense quand nous, on va allumer notre télé à 3h du matin pour suivre un match. Mais il y a tout ça derrière qui joue, bien entendu. Plus l'impact économique qu'a une franchise dans une ville. Bon, une ville comme New York, par exemple, ça leur change pas beaucoup, mais pour certaines villes, San c'est Antonio, d'où typiquement. l'importance d'avoir une franchise d'un des 4 sports américains, peu importe lequel, dans sa ville, parce que du coup, ça te permet aussi, toute la logistique, ça fait de l'emploi derrière, quoi. Ah, c'est clair. Carrément. Moi, j'avais une petite question pour continuer. Donc, plus focus maintenant un petit peu sur le rapport que tu peux avoir, si tu en as, avec Victor Wembanyama, parce que comme tu as pu nous l'expliquer, que ce soit dans ce podcast-là ou dans celui du début de semaine, ton projet, c'était d'aller le suivre sur cette année rookie. Comme tu l'avais très bien dit, il n'y a qu'une année rookie dans une vie, donc autant y aller pour cette année 1. Quels sont tes rapports avec Victor? Tu as, je pense, eu l'occasion de pouvoir le croiser, discuter avec lui en français, comme tu me disais tout à l'heure. Tu retrouves si tu as eu l'occasion de discuter avec lui, tu retrouves le Victor que tu as pu côtoyer en Betclic Elite ou dans les différents moments que tu as pu avoir avec lui les années passées? Concrètement, j'ai pas des rapports très prononcés avec Victor parce qu'il est un peu protégé quand même.
C'était déjà le cas l'année dernière en France, où il était quand même assez loin de tout le monde et assez sélectif aussi dans ses apparitions. Là, c'est vrai que c'est pareil, mine de rien, en fait, tu le vois, à l'échauffement, à l'entraînement, tu lui parles en conférence de presse, mais à part ça, il m'est arrivé seulement une fois de lui parler en dehors de ce cadre-là, et c'était seulement pour lui glisser un bonjour, quand je l'ai Ok. croisé dans un couloir à Oklahoma City. Et non, c'est vrai que mine de rien, en fait, il fait attention, les Spurs font attention, il préserve. Et je crois que c'est Olivier Fulpin qui travaillait à l'équipe pendant toute la période de Tony Parker et qui vient encore à San Antonio de temps en temps. Maintenant, il vit aux États-Unis, qui donnait une interview assez juste là-dessus pour je ne sais plus quel média, et qui expliquait que maintenant, Victor Wembanyama, il était vraiment surprotégé, que les accès étaient fermés, que ça n'avait plus rien à voir avec l'époque de Tony Parker. Donc il y a quand même ce côté où, en fait, nous, Français, on a accès à Victor en conférence de presse et on a un peu ce lien privilégié, entre guillemets, avec lui, parce qu'on peut lui poser des questions en français. Mais à part ça, déjà, aucun d'entre nous n'a obtenu d'interview en 1v1. Je crois que d'ailleurs, aucun des journalistes présents sur place n'a eu cette chance-là. Il n'y a que les Good Morning America, les diffuseurs qui viennent, TNT, ESPN, qui ont quelques minutes avec lui pour un match spécifique. Mais en fait, à part ça, il est vraiment dans l'exclusivité. Donc il n'y a pas de vrai lien par rapport à lui. Malgré tout, il se donne beaucoup en conférence de presse. Il est là après chaque match. Alors, il y a eu une exception contre les Ouais. Clippers la semaine dernière, où il n'est pas venu et les Spurs nous ont dit on a choisi de lui donner une soirée de repos. Mais à part ça, en fait, il était là après tous les matchs de pré-saison, après tous les matchs de saison régulière. Il a été dispo souvent à l'entraînement, enfin, quelques fois à l'entraînement. Donc en fait, il se donne beaucoup. Et en plus, il fait attention à toujours nous donner des réponses construites, à essayer de nous donner un peu de matière pour ce qu'on fait. Alors, on ne peut pas toujours, hein, bien sûr, il ne peut pas répondre à tout de manière extensive, mais globalement, il se livre pas mal. Donc en lui parlant français, on a quand même cette chance-là de pouvoir avoir pas mal de matière. Et moi, dans son discours, je retrouve complètement le Victor Wembanyama des années passées. C'est le genre de personne, en fait, qui reste fidèle à elle-même. Il est particulier, il est unique dans son sport, physiquement, mais aussi mentalement et dans sa manière de communiquer. Et ça, je le ressens toujours autant. Et il y a aussi une certaine politesse. C'est-à-dire qu'il prend jamais les journalistes de haut. Il prend jamais une question de haut ou pas au sérieux. Il est vraiment toujours dans le respect. Et par exemple, je repense à l'année dernière, après un rassemblement de l'équipe de France, on était à Nanterre. Et en fait, Victor Wembanyama était le dernier joueur à partir parce qu'il avait une interview avec France Télévisions. Donc ils étaient au milieu du terrain et on était deux jeunes journalistes, de l'analyste en l'occurrence, qui étaient sur le bord du terrain à travailler un petit peu, décortiquer les interviews qu'on venait de faire, écrire un peu nos trucs. Et on restait là un moment. Et en fait, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est qu'au moment où l'interview s'est terminée, Victor est venu vers nous. Il a traversé la salle pour nous dire au revoir, nous saluer, nous remercier d'avoir été là, alors qu'on était un peu deux nobody, entre guillemets, on était personne et on était juste là. Il a traversé la salle pour nous dire au revoir, puis il a retraversé la salle pour sortir. Donc juste ce petit effort, tu vois, moi ça me marque parce que, Ouais. mine de rien, c'est Ouais. une marque de politesse qui est rare chez les athlètes, surtout quand tu côtoies autant de journalistes. Et c'est cool, et ça je le retrouve beaucoup ici. Tu le croises dans un couloir, il te serre la main, il te dit bonjour, il est poli, alors que tu vois bien que tu interromps une conversation avec sa mère et son agent. Euh, c'est un joueur qui est extrêmement poli, qui est extrêmement sympa. Sa volonté, c'est d'être le meilleur, et être le meilleur, ça implique aussi être le meilleur dans les médias. Et ça, ça on le voit beaucoup. Mais bon, voilà, une fois que tout ça c'est dit, c'est vrai qu'on n'a pas de rapport Oui. très, très spécifique à Victor Wembanyama, et globalement, il reste bien protégé. Il se préserve aussi lui-même des médias parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'il veut garder pour son jardin secret, il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire tout le temps, et il sait que ce qu'il va dire, ça va être répété, amplifié, donc il fait attention. Donc évidemment, voilà, il y a quand même ces limites-là qui se posent tout le temps, il y a des barrières. Ok. Non, mais c'est extrêmement intéressant toutes ces informations que tu nous donnes. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on fait partie de ceux qui pensent que Victor, au-delà d'être un sportif, c'est quelqu'un qui est mentalement, psychologiquement, on sent qu'il a été bien éduqué, qu'il maîtrise les choses aussi pour son jeune âge, et toutes les marques de respect et tout ce que tu as pu nous dire vont dans ce sens-là. Il aurait pu être entraîné par le train de la NBA, tu vois, et partir un peu à droite à gauche, mais on sent en tout cas qu'il a la tête sur les épaules, et tu ne fais que le confirmer avec tout ce que tu nous dis, Benjamin.
de ce que tu nous avais dit en off, Benjamin, tu as eu l'occasion aussi d'aller un petit peu dans d'autres villes. Tu as pu aller au Garden, par exemple, ou à Oklahoma, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voir les joueurs NBA sur son écran, on se dit c'est des athlètes, c'est des monstres physiques, c'est des tanks pour certains. Les voir en vrai, ça doit être encore autre chose. Est-ce que toi, pour sortir peut-être un petit peu de Victor, est-ce que toi, il y a un joueur, il y a un mec en particulier, tu l'as vu, tu étais à quelques mètres de lui et tu t'es dit, mais c'est vraiment des monstres athlétiques, physiques et toi, des gars, alors soit des gars, on sait très bien que même quand on les voit à la télé, on sait que c'est des tanks physiques ou alors d'autres personnes qui peuvent paraître un petit peu plus gabarit normal. Je dis bien normal entre guillemets parce qu'on est en NBA, mais quand tu les vois en face de toi, tu te dis waouh, quand même, c'est impressionnant. Bah, honnêtement, quand tu as l'habitude de côtoyer Victor tous les jours, C'est ça. tout devient un peu moins impressionnant d'un coup. C'est vrai que de base, en plus, je suis pas très impressionnable à ce niveau-là. Ça y est, C'est- il trash talk. Non, Non, mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de voir un mec de 2,24 m et tout Bah oui, se bien balader sûr. devant toi, bah, tu dis d'un coup, bon, bah, par exemple, j'ai vu Chet Holmgren, bah, il m'a pas choqué parce que j'ai la version un peu plus grande, quoi. Donc, Ok. donc c'est vrai que ça m'a pas fait un truc de fou. Mais quand même, je pense que, pareil, la semaine dernière, quand j'ai vu Kawhi Leonard Ah oui. s'échauffer, du coup, juste à 5 mètres de moi, et je le vois s'échauffer, et je vois ses bras, déjà, tu te dis, waouh, ok. Bon, tu le sais, en fait, en voyant les photos, en voyant la télé, que c'est un monstre physique, mais quand tu le vois en vrai, c'est vrai que tu te dis, s'il me mettait une droite, je me réveillerais pas. Et ça fait un petit choc, quoi. Et puis en plus, t'es là, t'es pas loin de Kawhi Leonard. T'as ce Ouais. côté un peu mystique c'est un mec que j'ai beaucoup regardé, que j'ai beaucoup apprécié quand il jouait aux Spurs notamment et aux Raptors. Donc j'étais quand même impressionné. Je pense que c'est vraiment le joueur qui m'a impressionné. Ok. Après, dans les mecs qui m'ont un peu surpris, je dirais que Dylan Brooks, par exemple, pareil, je l'ai vu 3 fois cette saison. Et à l'échauffement, tu le vois en fait, et tu les vois de très près, les mecs, donc tu les vois vraiment. C'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que c'est un vrai tank. Et en NBA, tu te dis, mais il y a mieux que Dylan Brooks. Tu connais des mecs plus musclés, plus solides, plus grands, machin. Mais quand le mec te passe devant, tu te dis, waouh, ok, c'est quand même un beau bébé, quoi. Donc je pense que lui, il m'a fait un peu un choc dans le sens où j'ai réalisé que quand tu les vois en vrai et que tu te rends compte que c'est des vrais êtres humains et pas juste des chiffres et des mecs sur un écran, Ouais. tu prends conscience que, mine de rien, la NBA, c'est une ligue physiquement un peu. C'est violent, quoi. Ouais, c'est tous des gabarits particuliers. Mais oui, ça doit faire quelque chose de les voir, des gars que tu as pu observer. Tu parlais de Kawhi, tu as dû le suivre ces dernières années. Et c'est vrai que te dire, il est à 5 mètres de moi, il est dans sa routine de shoot, ça doit être. Ça doit prendre un peu aux tripes, tu vois, émotionnellement. Tu es là pour le travail, dans ton métier de journaliste, mais tu vis aussi ton rêve un peu de gamin qui est passé par le parcours basket, comme tu as pu nous en parler dans le premier podcast. Et là, tu vis ton rêve un peu vraiment à quelques mètres. Donc, ça doit être extrêmement, j'allais dire jouissif, mais agréable, tu vois, de pouvoir vivre tout ça. J'avoue, je suis un peu détaché émotionnellement de tout ça quand je travaille. Ok. Je suis un peu sérieux et je suis dans ce truc-là de. En fait, quand tu es sur le moment, tu penses à ce que tu vas écrire, tu penses à ce que tu peux ramasser comme info. Et Ouais. c'est vrai que du coup, moi, je suis pas dans ce truc où, quand je vois Kawhi Leonard, je suis un peu impressionné. C'est vraiment le mec qui m'a fait un choc. Mais par exemple, j'ai vu Luka Doncic, que j'adore voir jouer. C'est un de mes joueurs préférés en NBA. Mais en fait, j'étais pas du tout impressionné ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, ah, c'est Luka Doncic, c'est cool, quoi. Ok. Après, c'est vrai que ce qui fait bizarre, ce qui te met un peu aussi une claque, c'est l'autre jour, j'attendais à la sortie du vestiaire des Clippers pour parler avec Moussa Diabaté, du coup, le Frenchie des Clippers. Et on attendait en gros l'attaché presse de l'équipe. Et du coup, en sortant du vestiaire, il y a Paul George qui sort, mais en civil, et qui passe vraiment genre à 2 mm de toi, mais vraiment comme un gars random dans la rue, qui te dit bonsoir et tout. James Harden qui le suit pas très loin. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis quand même, enfin, quand t'es pas en train de travailler et que tu vois ça, tu prends quand même conscience, tu viens de te dire, attends, mais c'est Paul George que je viens de croiser en couloir et qui vient de me dire bonne soirée là. quand même. C'est vrai que ça te fait un côté où, plus que le côté où ça te prend émotionnellement, tu te dis, mais attends, est-ce que je suis en train de rêver, je suis dans un monde alternatif, il se passe quoi là? Ça, pince-moi. Ça fait, ouais, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Tu te dis, trop bizarre, mais non, c'est pas possible, c'était pas Paul George, c'était son sosie, c'était un truc. Tu vois, ça te fait quand même un petit choc. Donc Ouais. j'avoue que quand t'es pas préparé mentalement, il y a quand même ce truc-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des journalistes qui sont un peu dans ce truc de c'est impressionnant, c'est le rêve, etc.
Moi, je suis un peu chiant et je suis dans le style, je vois les choses froidement. Il y a un match de basket devant moi, je cherche des choses à analyser, des points à raconter, des trucs comme ça. Et je me laisse vraiment tomber dans l'émotion. Donc, en fait, je réalise après coup et ça fait pas la même sensation. Donc, il n'y a pas ce côté où vraiment tu prends la claque en mode c'est mon rêve de fan ou machin. Oui. Je suis là pour bosser, donc je vois ça comme un professionnel. Et je pensais être plus ému que ça, mais finalement, je ne suis pas tant que ça, j'avoue. Et quand tu es sur place, tu te rends compte que cette dimension onirique, le côté un peu rêve, en fait, tu l'as moins. Parce que quand tu es dedans et que c'est réel, déjà, ça paraît moins cool parce que tu vois aussi les aspects négatifs, parce que il y a le côté où ça devient le quotidien. Et c'est vrai que du coup, ça tient moins du rêve que juste du train-train quotidien. Et c'est vrai que du coup, ça te démystifie un petit peu la NBA. Tu te rends compte que c'est des vrais gens, des vrais joueurs qui ont aussi des galères, qui sont abordables, accessibles, qui te disent bonsoir quand tu les croises dans le couloir. Et ça démystifie un peu le truc. Mais ça, j'aime bien, tu vois, parce que justement, ça permet d'avoir un rapport plus terre à terre par rapport au basket. Et ça permet de un peu arrêter de toujours mettre ces figures-là sur un piédestal. Ce qu'on a souvent envie de faire en tant que fan, en tant que journaliste, quand on les voit de loin, parce qu'on est impressionné. Et quand ils deviennent humains, d'un coup, on se dit qu'on peut en parler comme d'un humain normal. Et voilà, quoi. Oui, tu l'aborderas aussi comme ça dans tes papiers, dans tes articles, et ça te permettra aussi de d'écrire peut-être davantage objectivement, tu vois, comme tu dis, tu vas pour travailler, tu vois les choses froidement, tu les observes, tu essaies de trouver des informations, et tu ne seras pas dans le côté aficionado ou fan qui va écrire sur tel joueur qu'il a vu, etc. Donc, c'est aussi pour ton travail une qualité, en fait, tout ce que tu nous expliques depuis quelques minutes. Cédric, est-ce que tu as une dernière question pour Benjamin avant qu'on... Ouais, une petite dernière. Ouais, Est-ce que tu as été impressionné par la grandeur des salles? Alors, franchement... On va bien trouver un truc qui t'a Bah oui, parce que pour impressionné. l'instant, il est blasé de tout, notre invité, là. Quand même, ça va pas. Tu peux pas j'avoue, repartir sans être impressionné pour quelque chose. Je te dis. J'étais prêt mentalement. Mais j'étais prêt mentalement pour tout ça. Pour les salles, c'est pareil, en fait. Je pense que la première fois que je suis rentré dans le Frostbank Center, puisque c'est maintenant le nom de l'AT&T Center, ça m'a quand même fait un petit truc où je me suis dit, waouh, ok, c'est quand même un autre univers par rapport à Marcel Cerdan, à Levallois ou quoi. Enfin, tu te dis quand même, ok, bon, c'est réel. Mais c'est vrai que j'étais déjà venu voir des matchs NBA à Toronto, à Washington et à Brooklyn. Donc je connaissais déjà un petit peu. Ah ouais, tu avais déjà fait, donc ouais. J'avoue que la première fois que ça m'est arrivé à Toronto, j'ai pris une violente claque où je me suis dit: «Waouh, OK, d'accord, c'est vraiment un autre univers». Là, un peu moins, à San Antonio. Par contre, le truc, qui m'a quand même fait quelque chose, c'est New York, où tu arrives dans le Garden et Ouais. bah, en fait, pareil, il y a ce côté un peu démystifié quand même parce que déjà tu attends pendant, allez 30 minutes dans la partie quasiment garage de la salle où tu attends avec les autres journalistes qui sont un peu paquets et tout. Tu as le temps en fait de te mouiller un peu la nuque avant d'entrer. Mais mine de rien, tu rentres et tu vois cette salle iconique que tu as vue à plein et plein de reprises, qui est là que tu as vu pour les exploits de plein de joueurs différents, qui est vraiment le symbole parmi les salles de l'NBA. Et tu rentres là-dedans et tu vois ça, tu vois le plafond un peu atypique et tout. Et tu prends quand même une petite claque. Là, ça m'a impressionné, ça je dois l'avouer. La salle d'Enix, ça m'a bien impressionné. Et en fait, elle est pas si immense que ça. Victor, il disait, j'imaginais ça plus grand. Moi aussi, j'avoue, j'imaginais ça plus grand. J'imaginais aussi plus de ferveur de la part du public. Mais mine de rien, en fait, tu te rends compte du poids de l'histoire et tu te rends compte un petit peu de la particularité de cette salle-là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais pas aussi impressionnant parce qu'il y a quand même un truc qui m'a impressionné que de faire face à Greg Popovich et de devoir lui poser une question en conférence de presse. S'il y a un truc qui fait flipper et qui t'impressionne, je pense que c'est ça. Yeah, OK. Est-ce que ça s'est bien passé? Bah, globalement, ça va. Moi, je trouve qu'il est très cool avec moi, en l'occurrence. OK. La première question que je lui ai posée, il m'a répondu longuement et tout, alors que c'était pas forcément une question qui appelait une longue réponse. En plus, je vois bien, des fois, quand je vais chercher mon micro après la conf de presse, il me fait un petit sourire, il me regarde en hochant la tête et tout. Je pense que je suis jeune, il m'aime bien parce que, voilà, de un, je suis pas très relou, et de deux, il y a un regard un peu paternaliste, j'imagine. Donc, je crois qu'il m'aime bien. Enfin, Donc, autant que c'est possible. Mais par contre, oui, des fois, ça m'est arrivé 2 fois, il m'a je pense que j'ai posé 4 questions, j'ai eu 2 bonnes réponses et une fois, je lui ai juste demandé si
Si Sissoko allait jouer, il m'a répondu non, point. Et du coup, tu es devant Popovic et tu as envie de le relancer en lui demandant des précisions. Ouais. Et en fait, moi, j'étais trop impressionné, pour être tout à fait honnête, pour le relancer. Où vraiment, tu te prends ça et tu te dis, waouh, attends, calme, il faut que je processe le truc, quoi. Et la deuxième fois, j'ai essayé de lui poser une question un peu compliquée, j'étais mal préparé. C'était une question, je pense qu'il s'en foutait complètement. Je parlais de storytelling dans le basket après la déclaration d'Adam Silver qui disait qu'il voulait un peu plus de X and O's et moins de cette équipe, elle voulait plus gagner que l'autre, elle avait plus faim, machin. Donc Silver disait ça et moi je voulais interroger Popovic là-dessus pour savoir ce qu'il en pensait, savoir s'il avait l'impression que le storytelling des fois brouillait la perception du basket. Il a pas trop compris ma question. Un journaliste américain m'a aidé et une fois qu'il a compris ma question, il m'a mis un vent. Donc voilà. Là, il y a quand même ce côté-là. Au début, il a essayé de me répondre un peu avec humour. C'est le commissionneur. Je fais ce qu'il veut. Et après, quand j'ai vraiment voulu avoir ma réponse, il m'a fait je m'en fous. Ouais. En gros, il m'a dit je m'en tape. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais Oui, ouais. Moi j'ai entendu allez, c'est bon, question suivante. Next. Bon. Après, t'as un monstre en face de toi, aussi bien dans le coaching que dans tout ce qu'il représente derrière. Et c'est vrai que, au moins, tu as eu toutes les facettes, ou tu as eu plusieurs facettes de Popovic là, depuis que tu es arrivé. Pour terminer, tiens, Benjamin, la suite pour toi, là, ça va être quoi? Donc, tu vas suivre toute la saison, je présume, de Victor. Quelques déplacements encore, peut-être. Comment tu te projettes là, pour cette fin d'année 2023 et la suite? Alors, évidemment, moi, je vais rester jusqu'à la fin de la saison. Alors, je m'étais dit peut-être pour le play-in et les playoffs, mais je pense que ça va aller. Compliqué. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais rentrer en France après. Je ne sais pas si je couvrirai peut-être les playoffs pour une autre équipe ou quoi, mais je vais rentrer en France à la fin de l'année. Après, ce que je ferai derrière, je ne sais pas encore. Est-ce que je reviens aux États-Unis en début de saison prochaine ou quoi? Ça, c'est la grande question. Et dans l'entre-deux, en attendant ce moment-là de voir déjà comment ça se passe et tout, je serai là pour tous les matchs à domicile des Spurs. Alors, j'en ai manqué en l'occurrence à cause d'un accident de voiture qui a été évoqué dans le premier épisode. Mais à part ça, voilà, j'ai l'intention de faire les 40 autres. Et après les déplacements, moi j'ai envie de dire, j'avoue, j'avise un peu. Je vais faire tous ceux dans le Texas, ça c'est sûr et certain. Maintenant, pour la suite, j'avoue que ça coûte cher. Les États-Unis, c'est le lobby de la voiture, de l'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de covoiturage, c'est un peu la galère. Donc ça coûte cher. Donc moi, mon objectif, c'est de faire autant de déplacements que possible. Je verrai aussi avec les médias pour lesquels je bosse. Mais voilà, souvent c'est à mes frais, donc je pense que je ne vais pas en faire tant que ça. Okay. Et je vais bien choisir mes destinations avec la volonté aussi de visiter un peu la ville, de profiter de l'ambiance parce que voilà, quitte à y aller, autant essayer de découvrir les États-Unis, essayer de voir comment ça se passe globalement. Donc voilà, un max de déplacements, tous les matchs à domicile, et à la fin de l'année, on verra comment ça s'est passé pour savoir si ça continue ou pas. Bon, un bien joli programme en tout cas là, qui t'attend pour les semaines et les mois à venir. On a été ravis de t'avoir là, Benjamin, sur ces 2 épisodes de N1 là. Je pense que Cédric, tu me rejoins. On a appris plein de choses. C'était extrêmement instructif et c'est cool d'avoir pu ressentir un peu ton expérience depuis quelques mois maintenant, même bien plus. Mais non, franchement, moi j'ai adoré. Je pense que vous aussi et Cédric également. On a passé des bons moments en tout cas. Plaisir partagé et merci encore pour l'invitation. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, suivez The Free Agent partout, site web, application, Twitter, voilà. etc. Voilà. Je le dis moi-même comme ça. On lui a pas envoyé un petit billet, ni nous ni Charles. Et non. C'est ça les professionnels, mon Chris, exactement. c'est ça. Ouais, oui. On a encore du travail, Cédric. Oui. Non, merci beaucoup, Benjamin, une nouvelle fois. On va te suivre avec plaisir. Donc, que ce soit les articles de The Free Agent ou même les autres médias, là-dessus, nous, il n'y a pas de problème. On te suit sur ton compte Twitter aussi, les réseaux sociaux. Tu as des comptes perso, je présume, peut-être Insta ou d'autres, je ne sais pas. C'est ça, surtout Twitter, un peu d'Instagram. J'essaie de me diversifier, on verra ça plus tard quand j'aurai moins d'attels et tout. Mais de toute façon, c'est Benjamin Moubèche partout, @Benjamin Moubèche. Voilà, c'est ça dans la simplicité. Tu as bien raison. Merci du coup. Merci Cédric, merci Benjamin, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de N1. On reviendra sur notre schéma un petit peu plus traditionnel. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et profitez bien du basket. Bye bye. Salut. Merci.